Je m'appelle Tati Loers. Avec mon fils Alexandre de Smet et notre ami Franck Pirobon, philosophe et dramaturge, nous avons conversé sur une forme de sociologie de la nutrition, en l'occurrence ce que le véganisme vient nous dire. En 5 épisodes. Quand on parle du vegan, j'ai peut-être pas été assez précise au début. Je voudrais quand même préciser qu'il y a plusieurs variantes, plusieurs personnalités parmi les véganes. Quand j'en rencontre principalement dans les magasins bio, puisque je n'en connais pas d'autres en direct, je vois des jeunes filles intéressées par, inquiètes par la souffrance animale et intéressées par le vegan qui le pratique. Je vois des dames de mon âge qui se disent si j'essayais. Sur Internet, je vois beaucoup plus d'énervement. Je lis des diatribes de gourous qui sont vraiment assez violentes et surtout, la motivation de ma question. Je ne te poserai pas des questions comme ça dans l'absolu sur la couleur des roses et le véganisme. Mais elles sont bienvenues aussi. Mes motivations sont que tu parlais de mortification et effectivement, je vois débarquer via les élèves que j'ai formés et qui sont coachs alimentaires et via les mails que je reçois énormément de filles qui souffrent d'être véganes trop longtemps. Donc le principe de base chez moi, c'est si je veux manger tout rose, est-ce qu'une société a vécu longève en ne mangeant que tout rose? Est-ce qu'il y a des études cliniques et épidémiologiques qui démontrent que manger tout rose est bon pour la santé? Et est-ce que sur le terrain, mes amis qui mangent tout rose vont bien? Alors dans le cas vegan que j'ai été à un moment de ma vie, c'est non sur les 3 points. Il n'y a pas de société végane, il y a les jaïnes, mais enfin c'est vraiment, c'est même pas, c'est anecdotique. Donc ma motivation, c'est ça. Et donc je ne voudrais pas non plus que le discours revienne à extraire les véganes de notre monde, les gentils jeunes véganes, pas les gourous, et les mettre de côté en les stigmatiser. Loin de moi toute idée de stigmatiser. J'imagine que je suis lancé là, donc on peut y aller. Voilà. Loin de moi de faire cela. En fait, tu m'as posé une question, quel est dans mon regard ce phénomène de société? Et je fais dans la généralité. Je vais laisser tomber Internet parce que je ne vais pas voir les sites dans lesquels fulminent des gourous, The Later Days Prophets, tout ça, ça m'intéresse assez peu. Ma source ou ma base, si tu veux, à partir de laquelle je parle, c'est d'avoir énormément étudié les questions de sacrifice dans les religions anciennes et de t'avoir accompagné, chère Tati, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et voilà. Et d'avoir beaucoup discuté avec toi et d'avoir été un peu le Candide naïf parce que, vous voyez, je suis un modèle de perfection au niveau santé, du figure, etc. Voilà, comme dit mon petit-fils, c'est énorme. Il n'empêche que c'est toi qui m'as appris à écrire et à me questionner sur l'alimentation. Mais on est très complémentaires et du coup, moi, j'ai pris une orientation relativement végétarienne à ton contact. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Là, les filles qu'on a vues passer, qui ont été un petit peu dénutries, déstructurées dans leur santé par un passage vegan dont elles sont en train de revenir, si j'ai bien compris, là, c'est un peu la gueule de bois d'une idéologie. Il y aura toujours des excès, et quelque part, c'est pour ça que je parlais de magie. Le problème des gens qui prennent fait et cause pour une idée, c'est que cette idée n'est jamais assez présente. D'où l'excès. Je parlais d'une inflation tantôt. Alors là, moi, ce que je... Tu venais de nous dire qu'en fait, ils sont sur une non-idée. Donc, oui, je comprends qu'il y a insatisfaction. Voilà, une idée dans le sens grec du terme, une vision. Et non pas un concept rationnel, rationalisé, détaillé, nuancé, qui correspond à des études sociologiques. Est-ce qu'il y a des civilisations qui ont mangé comme ça? Et c'est sûr qu'il y a des leçons à prendre là. Je crois que le point de rebroussement, un petit peu, c'est la modernité, c'est-à-dire l'industrialisation de la bouffe. Tant qu'on en était dans un tissu social extraordinairement rural, puisque 95% de la population française, en 1900, travaillait au champ, on n'était pas dans une civilisation urbaine, maintenant on est dans une civilisation urbaine, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui ne se posaient pas. C'est pour ça que j'ai parlé de la distance avec les animaux, que l'art de cuisiner et de conserver, il n'y avait pas de frigo à l'époque, tenaient ensemble. Donc c'était une question de survie, une question de faim. Aussi on avait faim. Il y avait du disette à la fin de l'hiver. C'était pas facile. Là maintenant on parle de gens qui, je reviens là-dessus, qui sont livrés
et en effet, il y a beaucoup de nuances à faire, qui sont livrées à une situation que j'appellerais postmoderne, dans laquelle la seule chose vivante que ces personnes-là connaissent, c'est elles-mêmes. Elles ont peur de s'auto-manger. Ben non, non, c'est pas aussi direct que ça. C'est que manger est une abstraction. On ingère, on gloutonne, on bouffe, on tripote un orifice qui sert à ingérer plutôt qu'à excréter. On va dire, on est dans un schéma très très inconscient là. Alors, à partir du moment où il faut construire ce qui en effet était avant pris en charge par les religions, les fêtes rituelles, où tu fais des gâteaux pour tel et tel... Tout va bien? Ouais. Okay. On fait des gâteaux pour tel moment de la vie, il y a des trucs d'initiation, tu offres des lapins ou des coqs dans la Grèce antique pour marquer tel et tel événement. Bon bref, tout ça, ça a disparu. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est presque inévitable qu'il y ait sur un terrain neutre, et il ne l'est pas, sur un terrain neutre de l'alimentation, je dirais générique, qu'il y ait des gens qui s'envolent comme des ballons. Parce que quelque part, ça manque de transcendance. Et qu'on ne peut pas simplement se dire je suis vivant, je dors, je transpire, je défèque, je mange et tout et tout. Tu peux préciser transcendance pour moi et le public qui va regarder la transcendance, c'est un mot très joli qui dit too much. C'est voilà, waouh. C'est pas où ça va, mais on sait que c'est parti du normal, du quotidien et des choses comme ça. Avoir besoin de transcendance aujourd'hui, c'est avoir besoin de voir des films d'Harry Potter plutôt que des films d'Ingmar Bergman. Des films de Marvel plutôt que des films de Romer voilà. C'est donc le besoin de rêver, c'est le besoin de penser des choses qui sont étiquetées. C'est pas d'ici tout ça. On a besoin de voyager, de s'évader. C'est ça le sens que je donnais à transcendance. Maintenant, ce que je voulais dire, parce que j'ai annoncé beaucoup de choses et puis il faut que je fasse le tri, on n'est pas sur un terrain neutre de l'alimentation. Il y a tout le problème de l'alimentation industrielle. Ça, c'est la leçon que j'ai reçue de toi. J'étais extrêmement naïf. Ouais, la bouffe. Je ne vais pas m'obséder avec la nourriture. Je disais encore à Chantal, mon épouse, tu sais, si on n'était pas là à manger ensemble, je serais avec mon biscuit et ma tasse de café en train de dire ça y est, j'ai déjeuné, et je n'aurais pas cessé de faire autre chose. C'est pas tellement intéressant, ça ne m'intéresse pas tellement. Voilà. Mais pour revenir à ce que j'ai reçu de toi, tout d'un coup réaliser qu'il y a deux mondes. Un monde qui s'appelle et qui est, du verbe être, l'alimentation, avec tous les problèmes qu'on a très rapidement traversés, sur lesquels se greffent, je dirais même, des rêveries, des visions, des ambiances véganes, ou végétariens, ou végétaliens, ou je mange un ananas un jour sur deux. Ou flexitarien. Tu connais flexitarien? Mais je viens de le découvrir grâce à toi, mais je vais finir ma phrase. Voilà. À côté de cela, il y a une alimentation qui se prétend alimentaire et qui ne l'est pas. Qui est du carton. Qui est du carton. Oui, c'est ce que tu appelles du carton. Ce que tu appelais d'ailleurs des plastiproduits. Les plastiproduits, les aliments de confort, des choses comme ça. Et moi, je retenais aussi le vocabulaire de Bernard Charbonneau, un écrivain des années 80, qui disait on ne devrait pas dire qu'un aliment est bio, on devrait dire que l'huile de grande surface est de la plasti-huile. C'est ça. Et j'y venais. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi je redonne un peu mon propre trajet, c'est que pour moi tout était alimentaire. Et ma manière de me rapporter en mec qui tout d'un coup est un petit peu désocialisé parce que sa femme va suivre des conférences à droite à gauche et que là, moi j'ai des trucs à faire et manger c'est pas fun. Bon, je nourris les chiens, je me nourris en même temps, puis c'est fait, puis time quoi. Hein, je mange 3 fois moins. C'est que mon attitude correspond aux aliments de confort. C'est-à-dire ma désertion, mon manque d'idées, mon manque d'intérêt, mon manque de conceptualisation correspond parfaitement au slogan implicite de l'alimentation industrielle. Avale. Ne te pose pas de questions. Pose pas de questions, t'as même pas envie. Avale, sois repu, et puis on te dispense de cela. Et papa s'occupe de toi. Passer, même pas. Passer, parce que papa s'occupe de toi, ça répond à une angoisse. Moi, il n'y a pas d'angoisse. Non, mais c'est parce que tu ne fais pas les courses. Mais tu vas dans n'importe quelle grande surface et papa s'occupe de toi. Oui, nous avons préparé le meilleur pour vous et nous nous occupons de vous. Absolument, la prise en charge. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que tu passes avec cette prise de conscience que tes livres apportent, ne serait-ce que cela, je passe outre un peu les recettes que de toute façon je n'aurais jamais faites, mais bon,
Moi, on ne naît pas mec, on le devient. Et ça demande beaucoup d'abandon. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, etc., etc. Mais tu as raison de faire remarquer. Dès que tu rentres dans une supérette, pour moi, c'est le choc postmoderne dans la gueule. Hein. C'est horrible. Je déteste. Mais je veux rester un peu on track. Passer d'une alimentation par défaut à une alimentation bio, c'est déjà une prise de conscience. Et cette prise de conscience, on peut y résister parce qu'on est déjà très cérébral, ce qui est un peu mon cas. Donc moi je suis saturé de signification, je n'ai pas assez de temps par jour depuis que je suis né pour lire, pour faire des trucs. Donc je ne vais pas chercher ma spiritualité dans la nourriture. Aussi parce que je n'ai pas été élevé selon le modèle traditionnel de la femme qui apprend, la jeune fille, la fifi, qui apprend à faire la cuisine pour nourrir sa famille parce que c'est pour ça que Dieu l'a mis sur terre. Bon, les hommes, non. Toi, tu vas aller casser la gueule aux voisins parce qu'ils trouvent que la bouffe de ta femme, ça pue. Mais pour revenir à nos moutons, déjà, cette prise de conscience, elle est une prise de conscience affolée, pas par rapport à la nourriture. Ma première réponse pour les véganes, c'est par rapport à la nourriture stricto sensu, dans un monde de machines. Mais qui ne disait pas que la nourriture faisait partie des machines. Là, maintenant, ce qu'il y a, c'est une espèce de double bang, c'est d'une part, tu réalises que cette nourriture qui n'a gardé que l'étiquette de vraie alimentation, avec le bios hein, de la vie, eh bien tu t'aperçois que tu dois faire vachement attention et que tu dois un petit peu te réveiller. Tu dois arrêter d'être dans une espèce de songe TF1 où tu regardes la télé, tu regardes les écrans, tu es préoccupé, tu as le boulot, il faut aller chercher un nettoyage à sec, tu as un train à prendre, etc. Cette espèce de manière d'être hyperactivement ailleurs. Là, tout d'un coup, il y a cette idée qui plaît à beaucoup de gens, de revenir aux essentiels. C'est là que les véganes font un acte salutaire. Donc c'est clair que s'ils n'étaient pas venus avec une voix aussi forte, ils n'auraient pas confronté une population entière à qu'est-ce que je fais de mes choix. Mais tu as cité le mot affolement, et je continue là-dessus. Et il y a quelque chose de l'affolement dans leur discours, parce qu'ils mélangent le fait que tu manges du poulet qui a été élevé dans des brasseries monstrueuses au Brésil et qu'on vend 1 euro. Je rappelle un petit peu ta question. Les véganes qui vont jusqu'à tout amalgamer. Voilà, affolement amalgame. Voilà, et il pleut vraiment. Le problème que je vois là, c'est qu'il n'y a pas de butée. C'est-à-dire à partir du moment où tu quittes dans l'affolement une alimentation destructrice, industrielle, qui est falsificatrice, qui est une œuvre de la mort, alors à ce moment-là, très très rapidement, toute mendication, toute ingestion devient une œuvre de la mort. Parce que le premier client, celui pour qui tout cela existe, c'est toi avec tes appétits incontrôlables. Et les appétits incontrôlables, c'est ça le nerf de l'affolement. C'est l'appétit incontrôlable de sexe, mais qui fait tellement peur qu'il faut prendre des produits stupéfiants pour pouvoir y passer. C'est l'addiction du jeu, c'est le binge-watching. C'est tu regardes un épisode, tu veux regarder les 30. C'est toutes ces choses-là, avec une publicité qui pousse à toujours ingérer plus. Il y a un moment, je pense que les véganes renoncent à l'alimentation stricto sensu, il faut bien quand même qu'il reste 2 ou 3 trucs, donc là c'est une négociation un petit peu vraiment névrotique, c'est que, un peu comme une femme qui découvre que son homme l'a trompée une fois, il m'a toujours trompé et je l'ai toujours su.